J'ai écrit ce livre, Dominer le monde, les séries historiques anglo-saxonnes, parce que ce qui m'intéresse dans les séries historiques, c'est ce qu'elles disent du monde. C'est ce qu'elles disent du passé, de notre vision du passé, mais aussi bien sûr de notre présent, de nos préoccupations, de nos attentes, de nos angoisses, de nos frayeurs parfois. Alors, s'intéresser aux séries anglo-saxonnes, c'était une démarche qui m'a semblé toute naturelle. Les États-Unis, le Royaume-Uni sont de grands producteurs de fiction historique depuis toujours. Il faut penser que la série historique, c'est quelque chose de très divers. C'est la fiction en costume, c'est l'adaptation de Jane Austen, mais c'est aussi le western. Il existe des séries historiques familiales, des séries historiques très violentes au contraire, certaines qui sont de grandes sagas et d'autres qui sont plus intimistes. Mais à travers toute cette diversité, ce qu'on retrouve quand on s'intéresse aux séries américaines, britanniques et australiennes aussi, c'est l'idée qu'elles émanent d'une civilisation dominatrice, d'une civilisation impériale. Ce qu'on veut dans ce livre, ce que j'ai voulu montrer, c'est effectivement qu'il y a cette préoccupation de dominer le monde ou d'avoir dominé le monde avec la nostalgie que cela peut créer, notamment au Royaume-Uni. Et donc à travers ce grand voyage que je propose, des origines de la télévision, d'Ivanhoe jusqu'à nos jours, jusqu'au récent succès de The Crown par exemple, sur les premières années du règne d'Élisabeth II, c'est de montrer cette diversité et en même temps cette constante d'une civilisation hégémonique, mais peut-être aujourd'hui fragilisée. Alors, ces fissures, on les voit dans Mad Men par exemple, qui parle des publicitaires new-yorkais dans les années 60. Et puis, on les voit aussi dans Downton Abbey, qui s'intéresse aux maîtres et à leurs valets de l'Angleterre des années 1910 à 1930. Et cela donne, je crois, un grand charme finalement à beaucoup de ces productions et aussi à cette civilisation, oui, dominatrice, oui, hégémonique, mais finalement fragile aussi. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de montrer que dans les séries historiques, il y a aussi toute une généalogie. Il y a vraiment des filiations. Quand on pense à une série comme Zorro, par exemple, qui est une série des années 50, en fait, on en retrouve les traces dans des séries beaucoup plus récentes. Ce goût du combat, de la lutte contre l'injustice a laissé des traces dans beaucoup de fictions ultérieures. Et de même, des séries récentes, je pense à Vikings par exemple, qui s'intéresse à une civilisation qui jusqu'à présent avait peu retenu l'attention. C'est une série aussi qui puise ses racines dans d'autres programmes plus anciens. Donc il s'agit vraiment de donner à voir une diversité, une grande richesse en fait de ce paysage des séries historiques. Les séries historiques aujourd'hui elles participent d'un soft power, d'un pouvoir culturel et c'est pour cela qu'autant de pays tiennent autant à développer leur production de séries parce que c'est une manière pour eux de se poser sur la carte du monde. Alors c'est d'autant plus vrai avec les séries historiques parce que en donnant sa vision du passé, eh bien évidemment on met en avant certaines périodes, certains thèmes et on en oublie et on en néglige d'autres, plus ou moins volontairement, plus ou moins inconsciemment. Avec les séries historiques, finalement, on participe de cette histoire culturelle, de cette histoire des mentalités qui s'enrichit. On pense pour les westerns à toutes les séries classiques, Gunsmoke par exemple, qui reste aujourd'hui une des plus longues séries de l'histoire de la télévision américaine, mais aussi à des séries plus récentes comme Deadwood qui avait bien renouvelé le genre du western et interrogé à nouveau cette période en parlant des chercheurs d'or, en parlant des aventuriers qui s'étaient lancés dans cette vie. Et puis évidemment du côté des séries britanniques, le succès immense rencontré par exemple par l'adaptation pour la télévision de Pride and Prejudice montre bien à quel point les Anglais restent attachés à cette période de leur histoire, à cet univers visuel, à ces châteaux, à ces robes, à ces domaines dans lesquels ils continuent finalement d'imaginer leur passé.